fais toujours le même échauffement avant de réaliser ton squat et ton bench press et que tu sais pas trop pourquoi tu fais ça de cette manière-là, aujourd'hui, je vais te donner quelques outils afin de réaliser le meilleur échauffement possible. Bien que je me base sur des évidences scientifiques, je vais aussi te donner un exemple pratique de comment je m'échauffe pour atteindre une barre à 140 kg au développé couché. Salut, c'est Tim, étudiant en doctorat en sciences du sport. Aujourd'hui, on aborde un format un petit peu spécial parce que oui, on va se baser sur des évidences scientifiques, mais la littérature et la thématique de l'échauffement, surtout lorsqu'il s'agit de l'échauffement pour s'entraîner en musculation, est relativement pauvre dans la littérature scientifique. Alors aujourd'hui, je vais me baser sur une multitude d'articles, mais plus spécifiquement sur un article de 2020 qui va comparer les effets de 3 échauffements spécifiques pour le bench press et le squat, et on va voir un petit peu ses limites et comment ça se retranscrit ou pas sur le terrain. Plus tu deviens fort, plus ton échauffement va être important. C'est plus facile de t'échauffer au bench press quand ton max c'est 60 kg que quand ton max c'est 140 kg. Et quand ton max c'est 140 kg, la dernière chose que tu as envie c'est de commencer avec une intensité trop élevée pour te déchirer un pec. L'échauffement avant la réalisation d'une épreuve sportive c'est essentiel et tout le monde s'échauffe. Mais dans les salles de sport c'est loin d'être la pratique la plus courante. Mais que ce soit pour réaliser un exercice de force où ton intensité va devoir être très élevée ou réaliser un exercice d'hypertrophie où tu vas utiliser par exemple des haltères, t'échauffer avec des charges plus légères que celles que tu vas utiliser durant ton exercice, ça va être super important pour ta performance future. Et je parle pas seulement du risque potentiel de se blesser. On l'oublie trop souvent, mais l'objectif principal de s'échauffer, c'est d'augmenter la température musculaire. Et dans la science, il y a une relation très forte entre la température musculaire et la performance de force et de puissance. Le deuxième paramètre qui va être augmenté grâce à l'échauffement, c'est la potentialisation post-activation, autrement dit le PAP. Ça, c'est un principe neuromusculaire qui va grossièrement te permettre de préactiver le muscle de sorte à ce qu'il soit prêt à réaliser une performance avec une intensité très élevée. Ce paramètre-là, il va principalement aller jouer sur ton système nerveux central. Par exemple, pour l'exercice du bench press. Il a été démontré que réaliser 8 répétitions à 50% du 1RM, puis par la suite 3 répétitions à 90% du 1RM, donc de la répétition maximale, ça permettait l'augmentation du nombre de répétitions maximales que tu pouvais réaliser jusqu'à l'échec avec une intensité à 75%. Le troisième paramètre super important à prendre en considération dans ton échauffement, ça va être la spécificité. Et ça, bien que ça semble évident, tu as sûrement déjà vu des gens passer 30 minutes à pédaler sur un vélo avant d'aller au squat et de mettre directement toutes les plates. Donc en général, quand tu arrives à ta salle d'entraînement puis que tu penses que t'échauffer, c'est perdre ton temps, finalement ce que tu fais, c'est limiter tes performances. L'objectif de cette étude qu'on va survoler aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas suffisamment complète pour aller réellement donner des recommandations sur ton échauffement, c'est grossièrement d'aller observer ce qui se passe au niveau physiologique et au niveau de la vitesse de barre à la suite de différents protocoles d'échauffement. L'idée derrière leur analyse de vitesse de barre, c'est qu'une augmentation de la vitesse de barre pour un même poids est synonyme d'une amélioration de la force. Donc si à la suite d'un échauffement spécifique, tu arrives à déplacer une barre avec une charge identique à une vitesse plus importante, et bien ça c'est synonyme que ça pourrait augmenter tes performances futures. Voici ce qu'ils ont réalisé dans l'étude en termes de méthodologie et pourquoi selon moi c'est le genre d'étude à mettre à la poubelle. Ils ont inclus 40 participants dans cette étude entre 19 et 30 ans, que des hommes. L'objectif était de réaliser 3 séries de 6 répétitions à 80% du 1RM à la fin de 3 différents types d'échauffement. Et ça pour l'exercice du squat et du bench press. Le premier échauffement consistait à réaliser 2 séries de 6 répétitions à 40 et 80% de la charge réalisée durant les séries effectives d'entraînement. Cette charge effective durant l'entraînement était donc de 80%. Donc on parle de 40 et 80% de ce 80% là. Les deux autres méthodologies étaient de réaliser 2 séries de 6 répétitions à seulement 40% et aussi 2 séries de 6 répétitions à seulement 80%. Il y avait à chaque fois 3 minutes entre la fin de l'échauffement et le début des séries où la vitesse de barre était mesurée et à chaque fois entre chaque série, il y avait 3 minutes de repos. Déjà, tu le vois à partir de maintenant, c'est plutôt bancal comme méthodologie. Alors on passe tout de suite au résultat. Lorsque l'échauffement au squat était réalisé avec la plus haute intensité, ce qu'on a pu remarquer, c'est que par la suite, il y avait une plus grande vitesse de barre pour les phases concentriques lors de la réalisation des séries en comparaison à la réalisation de l'échauffement avec des intensités beaucoup plus faibles. Et ça vient sonner une cloche sur notre deuxième principe qu'on a vu juste avant, qui était la potentialisation post-activation, c'est-à-dire le principe d'aller relativement proche des intensités auxquelles on va travailler afin d'aller stimuler le système nerveux central. Pour l'exercice du bench press, l'échauffement plus long avec 2 intensités combinées semblerait être plus adapté pour les performances de vitesse subséquentes. Et bien honnêtement, je vous encombrerai même pas l'esprit avec les autres résultats parce qu'il y a vraiment rien d'applicable dans la vraie vie avec ça. Et là, je vous parle même pas de la réalisation des tests avec une Smith Machine. Mais bon, à la rigueur, étant donné qu'ils n'ont pas mesuré la force maximale mais la vitesse de barre, c'est pas si terrible que ça. Dans l'étude que je viens de vous présenter, ils ont voulu voir si l'intensité d'échauffement au préalable de la réalisation d'une série d'exercices avait un impact sur la réalisation de celle-ci. Sauf que la montée en gamme et la sélection des intensités étaient relativement peu représentatives de ce qui se fait sur le terrain. Et c'est un petit peu ça parfois le problème de la littérature scientifique, c'est qu'à vouloir faire des études beaucoup trop contrôlées,
contrôlées, ces dernières ne s'appliquent pas forcément sur le terrain. Et c'est malheureusement ce genre d'études de piètre qualité qui renforce les arguments favoris de tous les gogols qui comprennent rien à la science et qui se sentent menacés dès qu'on parle d'études scientifiques. Donc on passe à la partie pratique maintenant. En fonction des principes physiologiques que l'on a vus en introduction, voici un exemple d'échauffement pour le bench press. Étant donné que l'augmentation de la température musculaire va être une variable super importante, commence par conserver ta chaleur corporelle en gardant ton sweat pour ton échauffement. Par la suite, à l'aide d'un élastique, tu peux aller mobiliser l'articulation de ton épaule en effectuant des rotations. Une fois que tu as réalisé une dizaine de répétitions devant, derrière, dans un sens et dans un autre, tu peux aller mobiliser une autre articulation, celle du coude qui va être déterminante durant ton exercice. Avec ce même élastique-là, tu peux aller faire des extensions de triceps au-dessus de la tête et par la suite, tu vas aller enchaîner avec un fixateur de la scapula. Donc, attache un élastique à un banc et réalise des rotations externes avec un angle de coude à 90 et le coude collé au corps. Et ça, tu peux en réaliser à chaque fois une dizaine par bras. Fais bien en sorte que l'élastique te permette de faire une rotation externe. Donc, lorsque tu vas vouloir faire ton autre bras, fais un 180 degrés sur toi et fais une rotation externe. Quand tu as terminé avec ça, le piège, c'est d'aller directement mettre du poids sur le bench et de commencer tes séries. Mais stop, pas tout de suite. Premièrement, ce que tu vas faire, c'est te placer correctement sous le banc, fixe bien tes omoplates, tu commences à réaliser le mouvement comme s'il y avait ton max sur la barre. Ta technique barre à vide doit être la même que lorsque tu réalises un effort maximal. Et c'est là où c'est un petit peu touché parce qu'en fonction de ton max, tu vas pas incrémenter les poids de la même manière. Plus ton niveau est bas, plus tes jumps vont être relativement courts. Plus ton niveau est élevé, plus tes incréments de barre vont être élevés. Par exemple, j'ai un développé couché à plus de 140 kg. Mon échauffement me prend pas plus que 10 minutes. Alors pense-y à 2 fois la prochaine fois que tu veux raccourcir ton échauffement parce que ça fait pas gagner tant de temps que ça. Et surtout, oublie pas que les répétitions réalisées durant ton échauffement, c'est du volume en plus. Alors néglige pas ça, c'est super important. Voici ce que je fais personnellement après avoir réalisé les exercices de mobilisation à l'aide des élastiques. Barre à vide, donc 20 kg x 10, 60 kg x 10, 80 kg x 8, 100 kg 5 reps, 120 kg x 3. Et en fonction de ce que je vais faire comme séance, soit je m'arrête là, soit je fais 2 reps en plus à 130 kg. Entre chacune des séries, je prends 2 à 3 minutes de pause, au plus l'intensité augmente. Donc à partir de 80 kg, je commence à prendre 3 minutes. Attention, ton échauffement lorsque tu vas réaliser une performance maximale, il va être différent. La seule chose que tu vas changer, c'est ton nombre de répétitions afin de préserver ton système nerveux. Alors en règle générale, ce que je fais, c'est que je divise par 2 la plupart des répétitions que je fais. Au lieu de faire 8 répétitions à 80 kg, j'en fais seulement 4. Au lieu d'en faire 5 à 100 kg, j'en fais seulement 3 et je diminue. Au lieu d'en faire 3 à 120, j'en fais seulement 2 et au lieu d'en faire plus à 130, j'en fais seulement 1. Et c'est seulement après que je débute avec 140 kg et plus. C'est normal que si tu es débutant, tes incréments soient beaucoup plus faibles. Mais cet exemple a comme objectif de te montrer qu'il faut que tu intègres un échauffement dans ta routine. Et c'est seulement comme ça que tu pourras performer sur le long terme. L'avantage de cette routine, c'est qu'au bout d'un certain temps, lorsque tu vas être à un certain poids, tu vas pouvoir mesurer ton état de fatigue. Par exemple, pour moi, mes répétitions rendues à 100 kg, donc environ 70% de ma répétition maximale. Si ces dernières sont très rapides et que je me sens vraiment bien là-dessus, je sais que c'est une séance où je vais pouvoir vraiment bien performer. Si en revanche, je le sens lourd puis que c'est lent, je sais que j'ai un niveau de fatigue qui va être dans le plafond et dans ce cas-là, je vais adapter ma séance. Tout l'exemple que je viens de vous donner pour le bench press, il s'applique aussi à tous les autres exercices, notamment le squat et le deadlift. La seule chose que je changerai pour le deadlift et le squat, ça va être des étirements dynamiques au niveau du membre inférieur. Donc tout ce qui va être balancier de jambes vers l'extérieur et de devant vers l'arrière. La seule chose qu'il faut supprimer, c'est des étirements passifs de plus de 30 secondes qui pourraient limiter ta force maximale sur les exercices que tu vas faire par la suite. On passe maintenant à la conclusion. Le seul aspect intéressant qu'on vient de voir de l'étude d'aujourd'hui, c'est qu'il démontre que si tu utilises seulement une charge faible, c'est pas optimal pour réaliser ton exercice, notamment à cause de la potentiation post-activation qui va être activée par des charges sous-maximales. Donc il va vraiment falloir que tu ailles monter à des intensités vraiment relativement proches et élever ta répétition maximale afin de pouvoir faire bénéficier à ton système nerveux de cette potentialisation post-activation. Il y a 2 choses principales que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que premièrement, ton échauffement a comme objectif de faire augmenter ta température musculaire, ce qui va notamment favoriser la diminution de la viscosité au niveau de ton muscle, faciliter le mouvement et aussi permettre une accélération de l'activité métabolique. Si dans ta salle d'entraînement, ils adorent ça mettre la clim à fond, c'est pas si fou que ça de garder ton sweat pour réaliser ton échauffement afin de préserver ta température musculaire. Ça va être pareil pour garder un jogging pour le squat ou le deadlift. Le deuxième point, c'est que même si ta température musculaire est élevée, c'est pas suffisant à la réalisation optimale d'un exercice. Parce qu'il va falloir que tu sois ultra spécifique dans l'échauffement que tu vas faire et surtout progressif lorsque tu t'entraînes en force pour aller atteindre des intensités sous-maximales. Donc la prochaine fois que tu vas t'entraîner, vois pas l'échauffement comme une perte de temps, mais comme une possibilité d'augmenter ton volume d'entraînement et ta performance. Dis-moi toi en commentaire, c'est quoi tes techniques d'échauffement favorites, je suis vraiment curieux. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très vite pour parler de sciences du sport car la science évolue vite, te laisse pas dépasser.